Alors, il est 10h03. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer un petit peu, puisque on va commencer par se présenter, donc ça laissera peut-être le temps aux derniers arrivants d'arriver. En tout cas, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. On est vraiment ravis d'animer cet échange, ce partage de connaissances et ce partage d'analyse de cette directive, qui est une problématique qui nous a été remontée par pas mal d'acteurs que l'on accompagne tout au long de l'année. Donc, on est ravis d'aborder ce sujet avec vous. Juste pour précision, le webinaire est enregistré et vous sera envoyé et sera disponible sur le site d'Actuelia à la suite de ce webinaire. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être présent. Alors, je vais commencer peut-être par me présenter et je vais vous présenter les intervenants qui seront avec moi. Donc, je m'appelle Louis-Anselme de Lamaze. Je suis associé au sein du cabinet Actuelia depuis maintenant 4 5 ans. J'ai rejoint Actuelia après une première expérience chez Mazars Actuaria avec David et Franck qui étaient avec moi chez Mazars. Et quand ils ont créé Actuelia, un an après la création, ils m'ont rappelé en disant voilà, ça se passait bien chez Mazars, on aimait bien travailler avec toi, donc on aimerait continuer. Et moi, je trouvais que le projet d'Actuelia, les valeurs et ce que l'on a essayé de mettre en place comme service au sein du marché me plaisait et j'avais envie de participer à l'aventure. Donc maintenant, ça fait 9 ans que je participe à l'aventure de ce cabinet où on essaie de répondre à toutes les problématiques à la base actuarielle, mais en fait, on a fait des partenaires qui nous ont partagé leurs problématiques sur un spectre un peu plus large de gestion des risques. Et c'est pour ça qu'on a voulu aborder ce thème-là sur Dora. Je précise aussi que les valeurs qui nous ont qui nous habitent et qu'en tout cas qui m'ont plu dans le projet, c'est des valeurs de pédagogie et de partage. Et c'est un peu l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de partager avec vous notre retour d'expérience sur la mise en place de Dora, des échanges qu'on a pu avoir avec nos différents partenaires, les travaux qu'on a pu commencer à mettre en place et notre expérience sur le sujet. On réalise je dirais tous les mois à peu près, ou tous les mois et demi, un webinaire sur différents thèmes. Ça peut être des thèmes liés plus à l'actuariat ou des thèmes plus global par rapport à la réglementation et par rapport aux évolutions de contexte économique. Et donc, du coup, vous pouvez aller sur notre site et retrouver tous ces webinaires qui sont disponibles. Et si vous avez le moindre question, on serait ravi de répondre à vos interrogations. Voilà, alors je passe la parole à Anas qui va animer ce webinaire sur Dora avec moi. Merci, Salam. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je présente Anas Yousfi, 19 ans d'expérience en gestion des risques au sein de plusieurs groupes internationaux dans le monde de l'assurance et de la réassurance, notamment Covea, Crédit Agricole et Caisse de dépôt et de gestion. Pareil que Lyon Salam, j'étais attiré aussi par le modèle et les valeurs actuelles, puisque j'ai rejoint, ça fait à peu près un an, dans le but d'accompagner les acteurs de l'assurance dans leur projet de transformation. Le sujet de la sécurité informatique est bien connu des assureurs et de mon côté, j'ai eu l'occasion de l'aborder ce différents prismes, en particulier dans le cadre de Solvabilité 2, notamment le pilier 2, tout ce qui est relatif à leur plan de continuité d'activité ou le PCI ou la cartographie des risques IT, ou encore sous l'angle de l'ORSA. euh, voilà, en intégrant le risque cyber, hein, dans les risques additionnels, ou encore sous l'adoption, sous le prisme d'adoption de certains référentiels tels que MISARI ou ISO 27001. Et aussi dans le cadre de développement de produits assurantiels, hein, pour le risque cyber. Donc voilà, une petite présentation. Je passe la main à Benjamin. Bonjour, Benjamin Dangla. Donc, moi, j'ai un profil IT depuis plus de 24 ans maintenant. Dans ces 24 ans, j'ai passé une vingtaine d'années dans le secteur de l'assurance.
où j'ai eu l'occasion de rencontrer Franck Boukobza et Louis Ansem, ici présent, lors de ma mission côté Generali. Et depuis quelques années, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je suis une jeune société, en fait, le dirigeant d'une jeune société spécialisée dans la data et la cyber et l'intelligence artificielle. Alors, quand on a trouvé le problématique de Dora, je me suis dit que ce serait sympa de réfléchir à ce sujet-là. Donc, on a échangé avec Benjamin, parce qu'on avait déjà échangé par le passé sur une mission commune chez un acteur italien près de Saint-Denis, pour ne pas le citer. Et donc, du coup, voilà, et on a pu échanger sur ce sujet-là et on trouvait que c'était une bonne idée de réaliser ce webinaire pour partager. Alors, je vais aller très rapide, mais je vais présenter rapidement le cabinet pour ceux qui ne connaissent pas. Nous, on a un cabinet d'actuariat qui a été créé maintenant il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière. On est une quarantaine de consultants, majoritairement des actuaires. On travaille avec à peu près 120 clients partenaires, que ce soit des assureurs, des IP ou des mutuelles, sur des problématiques assez larges finalement, assez en lien avec au départ tout ce qui était calculatoire et tout ce qui était actuariel, et puis ce que je disais, tout ce qui est conformité et réglementaire est devenu des sujets qui étaient des problématiques de nos partenaires, et on a souhaité essayer d'y répondre en ayant ce prisme, parce que l'on connaît assez bien les acteurs qu'on accompagne, un prisme de pragmatisme et d'efficacité. Donc, tout au long de ce webinaire, on essaiera de répondre à la problématique d'Aura en ayant ce casquette et cette vision de pragmatisme. Alors, la réglementation d'Aura, pour rentrer un peu dans le sujet, elle est une réponse en fait à un constat qui a été fait sur le marché, qui est assez simple, qui est de dire que finalement les institutions financières étaient exposées à un risque cyberattaque. C'était devenu une préoccupation assez forte, et il fallait cadrer, encadrer, faire en sorte que les instituts financiers dans son ensemble puissent aborder cette problématique-là et essayer de mettre en place un dispositif de maîtrise des risques. Donc là, on est dans la gestion des risques dans son ensemble. Et donc, du coup, de mettre un certain nombre de livrables, de processus pour essayer de répondre à cette problématique-là. C'est une réponse qui était assez importante, parce que il fallait faire attention à ce que toute forme de risque ne puisse pas, en fait, qu'il n'y ait pas une forme d'implication et d'effet un peu papillon de ce risque d'aura et de ce risque de cyberattaque. L'objectif, c'est vraiment de poser un cadre qui va donner une matière de résilience informatique et d'éviter que ce risque se propage tout au long du marché financier. Alors, pour répondre à cette problématique, on va essayer d'aborder 4 thèmes. Déjà, on va essayer de refaire une présentation très rapide de Dora et de ses enjeux et de ses différents piliers. Puis ensuite, on va essayer de présenter une analyse de l'existant, parce que on verra que lorsqu'on présentera Dora, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous serez déjà connaisseur, déjà expert, et que vous aurez déjà un certain nombre de réflexes dans la mise en place des demandes de la réglementation. Donc, vous avez déjà mis en place un certain nombre de choses, et c'est sur ces choses-là sur lesquelles il faudra s'appuyer pour pouvoir agrémenter et se rendre conforme votre mutuelle, votre organisme aux exigences d'Aura. Et dans un dernier point, on rentrera un peu plus dans la mise en conformité. Donc, on rentrera dans ce que l'on a identifié comme livrable nécessaire pour être conforme à la réglementation d'Aura. Alors, cette réglementation, ce cadre réglementaire de Dora s'inscrit dans un certain nombre de travaux, dans un certain nombre de textes qui sont déjà existants, des textes que vous connaissez, sur lesquels vous avez déjà pu aborder, réfléchir et essayer de mettre en place chez vous. Je parle évidemment de la RGPD, qui est quelque chose sur lequel vous avez déjà pu travailler d'un certain nombre de temps. Ces programmes, ces projets que vous avez mis en place, en fait, elles vont
ça va se ressembler un petit peu avec le projet Dora. Vous verrez que ceux qui sont déjà bien adeptes et bien conformes au projet RGPD, ils vont avoir des éléments pour répondre aux orientations et aux exigences Dora. Voilà. Ces textes, ils sont aussi accompagnés de notices. C'est pas nouveau, en fait. Ça fait des années que la CPR communique en fait sur ce thème-là, et on savait qu'il allait y avoir une réglementation qui allait sortir, précisant un petit peu les attentes européennes sur ce sujet-là. Donc, on va essayer aussi de rappeler un peu les différents contextes réglementaires qu'il y a pu avoir. Alors, DORA est un acronyme anglais qui veut dire tout simplement Digital Operational Resilience Act. En français, ça fait la loi sur la résilience opérationnelle numérique. DORA, c'est quoi? C'est une réponse stratégique de l'Union européenne aux défis croissants que posent les technologies de l'information. Nous vivons depuis une dizaine d'années une explosion du digital, du cloud, du télétravail, qui fait que l'exposition à ce risque a extrêmement accentué. Donc, DORA entre en vigueur en janvier 2023. Il représente quelque part un effort de standardiser la façon dont les entités financières abordent la question de la résilience informatique. DORA arrive aussi avec un corpus législatif global qui intègre un règlement délégué de 2022, mais aussi une directive associée et des actes délégués qui précisent le contenu de ces exigences. Plus que de cela, nous avons aussi des standards réglementaires techniques et des mesures d'implémentation qui précisent les mesures techniques. Et ces mesures sont développées par les autorités européennes de surveillance qui regroupent les régulateurs des trois sous-secteurs, la banque, l'assurance et les marchés financiers. L'importance de Dora réside dans son timing, alors que nous avançons vers une application complète en janvier 2025. Et il marque une période de transition qui est très importante pour les institutions financières pour se préparer, pour adopter et de s'aligner ces standards et pour assurer cette résilience informatique. Donc, en termes voilà, de documents, donc, comme je l'ai dit, donc les RTS et les ETS sont des documents qui donnent le détail des mesures à appliquer. Donc, nous avons eu une première vague en janvier 2024 et nous aurons une deuxième vague en juillet 2024. Passons maintenant à une vue d'ensemble des objectifs principaux et de périmètre de Dora. Le corps de Dora repose sur deux ambitions majeures. Premièrement, l'établissement d'un cadre commun concernant les attentes en matière de résilience opérationnelle. Et deuxièmement, le renforcement de la capacité des institutions financières à faire face aux incidents majeurs impactant les technologies de l'information et de la communication. Ce règlement touche à un large spectre d'acteurs au sein de l'écosystème financier européen, incluant non seulement les banques, les assurances, mais aussi les entités financières. Euh, L'essence de Dora réside quelque part dans sa reconnaissance que dans notre ère numérique et dans les régulations basées sur les risques, la résilience opérationnelle numérique ne réside pas sur une allocation de capital comme on le faisait dans l'ORSA, mais surtout une démarche intégrée visant à améliorer la stabilité financière en garantissant que les institutions, les compagnies d'assurance sont bien préparées à identifier, à résister et à réagir efficacement contre les incidents informatiques. Au premier front, nous avons bien évidemment de cette norme, nous avons les équipes IT, les équipes de sécurité informatique, mais pas que. Il y a aussi les fonctions clés de gestion de risque, de conformité,
et aussi l'ensemble des opérationnels, puisque cette norme touche carrément tout l'ensemble des composantes du modèle de l'assurance. Ce qu'on peut dire en bref sur DORA, c'est un règlement qui vise à harmoniser les pratiques au sein de l'Union européenne, assurant ainsi une approche cohérente et solide face aux défis numériques. Alors, les deux points sur lesquels on voulait mettre en avant sur cette réglementation DORA, le premier point, c'est le principe de proportionnalité. Tout comme la directive Solvabilité 2, dont on a l'habitude maintenant, il y a un principe de proportionnalité assez important qui a été intégré dans DORA. Et donc, il faudra, lorsque vous réfléchirez à votre dispositif, votre processus, comme l'a expliqué Anas, de réponse à cette exigence réglementaire, eh bien, il faudra faire en sorte que la charge administrative et le coût sont proportionnés aux objectifs spécifiques et généraux à atteindre. Donc, il faut avoir ce principe de proportionnalité. Tout comme Solvabilité 2, eh bien, ce principe de proportionnalité, il n'a pas été extrêmement bien défini. En tout cas, il n'y a pas des seuils ou des critères très précis, comme ce qu'on pourrait espérer. Ce qui va évidemment poser problème. On espère que ce ne sera pas comme l'a été pour Solvabilité 2, le talon d'Achille de la directive, parce que tout le monde va se considérer comme plus petit que l'autre, et du coup, le principe de proportionnalité va réduire en fait l'activité. Maintenant, on sait que la CPR est quand même assez exigeant en termes de principes d'attendu et de seuil minimum d'implication. Donc, il ne faudra pas faire la même erreur que certains ont pu faire sur Solvabilité 2. Et je pense que ce principe de proportionnalité, il sera à peu près cohérent avec ce que l'on peut voir sous la directive Solvabilité 2. Le deuxième élément on voulait mettre en avant, qui sont en fait des extraits de la directive, c'est tout ce qui est l'implication du conseil d'administration et de l'organe de direction. On verra par la suite que la responsabilité ultime et la responsabilité même au sein des différentes étapes du processus doivent être clairement définies avec une gestion et un contrôle et un suivi des risques informatiques qui seront un peu plus importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre CA doit être au fait de cette réglementation, il doit suivre les évolutions, suivre le projet, le valider et aborder un certain nombre peut-être d'investissements qui peuvent être faits au niveau de domaine informatique ou alors des formations qui devront être mises en place. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va un petit peu changer, qui va changer les habitudes et qui va, à mon avis, devoir s'adapter et mettre en place un certain nombre de choses pour chacun d'entre vous. Passons maintenant aux piliers de Dora. Donc, Dora elle repose sur 5 piliers. Ces piliers constituent le cadre à travers lequel les entités financières doivent naviguer pour assurer une résilience opérationnelle numérique. Ces piliers sont conçus pour offrir une structure complète de tous les aspects de la résilience opérationnelle. Nous avons un premier pilier qui est relatif à la gestion des risques et qui vise quelque part à identifier, à évaluer, à gérer les risques liés aux technologies de l'information. Alors, cette logique REM, on l'avait déjà avec Solvabilité 2. Et donc, ici, nous avons un zoom sur tout ce qui est risque de cybersécurité. Deuxième pilier qui est basé sur qui traite les incidents et la gestion de crise, en se concentrant sur la préparation et la réaction efficace en cas d'incident. Le troisième pilier est le relatif aux tests de résilience numérique, qui souligne l'importance des tests réguliers pour évaluer la capacité des institutions à résister face aux attaques cyber. Un quatrième pilier qui est relatif à la gestion des relations avec les tiers, des prestataires de services, pour s'assurer que le risque lié à l'externalisation sont bien gérés. Enfin, nous avons un cinquième pilier qui est relatif au reporting sur les menaces
et les incidents et qui vise la transparence vis-à-vis des régulateurs, comme ce qu'on a pu voir avec le pilier 3 dans Solvabilité 2. Chacun de ces piliers est interdépendant et ensemble, le régulateur veut créer un système de défense contre les risques numériques. Alors, il y a aussi, donc si on prend le recul, il y a bien évidemment quelques aspects très importants, qui est la formalisation, qui est voilà, un axe majeur de cette réglementation. Je crois qu'on va le détailler par la suite, mais ce qui est très important ici à souligner, c'est cette, voilà, on va trouver beaucoup d'exigences qui sont relatives à la formalisation. Et donc, si on regarde le premier pilier, donc, donc, qui est relatif à la gestion des risques, nous avons quelque part un pilier qui met en lumière cette, voilà, cette gestion de risque euh, au cœur du dispositif. Ce pilier souligne l'importance de la mise en place de cette approche de gestion des risques, comme on l'a dit, une approche ERM, donc qui va dans l'identification, l'évaluation et la gestion des risques. Et donc, quelque part, pour quelque part à travers ce pilier, donc c'est-à-dire les entités sont encouragées à mettre en place des processus de gestion de risque efficaces qui comprennent bien évidemment une définition des rôles, des responsabilités. Lui, on en a parlé tout à l'heure. Et un axe majeur qu'on trouve ici, c'est la responsabilité du conseil d'administration ou le conseil de surveillance dans le dispositif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi dans Solvabilité 2. En fait, ça revient à dire tout simplement, ce qui était une affaire d'experts bah, devient une affaire de tout le monde et il devient aussi une affaire de l'organe dirigeant. Dans ce dispositif, donc, dans ce pilier, on va parler aussi de la cartographie des systèmes critiques et des risques liés aux technologies de l'information. On va parler des politiques et des procédures, voilà, des concepts qu'on a déjà vus, qu'on deal déjà avec dans Solvabilité 2. Et donc, ce qui est très important ici, c'est que nous avons un zoom sur le risque cyber et bien évidemment, il faut que ce dispositif soit vivant, que ce soit vraiment intégré dans la vie de l'entreprise hein, et qu'il puisse suivre l'évolution des risques. Je passe la main à Benjamin Donc le pour cette deuxième partie. pilier, alors là aussi, en fait, ce sont des concepts qui ont déjà été posés par le passé. Louis Anas oui, citait Solvabilité 2, donc on retrouve ce concept-là dans Solvabilité 2, mais c'est la gestion des incidents. C'est le deuxième pilier. L'objectif, c'est de disposer d'un processus robuste pour détecter, gérer et faire le reporting des incidents à la fois aux organes de direction au sein de l'entreprise, mais également sous contrainte aux autorités de contrôle. D'accord? L'idée, là, c'est de surveiller en permanence les activités afin d'anticiper, détecter et réagir rapidement en cas d'incident. Il faut avoir une approche proactive sur la gestion des incidents. Donc, ça se réfléchit avant. L'idée, c'est d'élaborer en anticipation un plan de réponse aux incidents en ayant déjà clarifié les responsabilités, les rôles de chacun en cas d'incident, les instances, les processus de notification aux différentes parties prenantes. Donc, le modèle de reporting reste à détailler par les autorités de contrôle et il sera courant juin de mémoire. On peut passer au slide suivant, si tu veux bien. Le troisième pilier concerne les tests de résilience. Donc, pour les non-IT, c'est la capacité à absorber les chocs que l'on va avoir. L'objectif, c'est d'établir, donc de maintenir et de réexaminer régulièrement. C'est important, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on fait one shot. Il faut que périodiquement on revienne dessus, qu'on y réexamine régulièrement le programme de test de résilience.
Il s'agit ici là, de faire des tests de simulation, des tests de pénétration par des experts IT qui peuvent être au sein de votre entreprise, mais je vous incite fortement à faire appel à des experts extérieurs, en particulier pour avoir un impact très positif vis-à-vis des autorités de contrôle. Faire appel à une tierce personne est un gage aussi qui peuvent rassurer l'autorité de contrôle. Donc faire des tests de pénétration pour s'assurer de la bonne réaction de l'entreprise face à ces tests de résilience. Donc, les tests de résilience doivent être efficaces et très opérationnels. On n'est pas dans la théorie théoricienne, on doit être dans le pragmatique, ça doit fonctionner concrètement. Donc, ce sont des exercices à faire. J'ai envie de dire, je vais faire l'analogie un peu comme on fait des exercices d'évacuation des immeubles tous les ans. On est exactement dans le même type de figure là. On réfléchit à l'avance sur comment ça doit se passer, on fait le test opérationnel, on s'enrichit, on fait un retour d'expérience et on améliore par itération les tests de résilience. De même, un point important, il y a l'obligation de rendre compte de ces résultats en interne auprès des instances dirigeantes et aux autorités de contrôle au marché. Donc, ce n'est pas uniquement des tests de résilience opérationnelle numérique, uniquement des exigences d'ORA, c'est quelque chose qui a vraiment vocation à soutenir l'entreprise. Slide suivant. Le quatrième pilier est relatif à la gestion des tiers prestataires de services TSA. Ce pilier souligne en fait quelque part l'importance de contrôler et de gérer les risques associés aux services externalisés. Une chose qu'on avait déjà dans Solvabilité 2, sauf que là, on va mettre davantage de formalisme, que ce soit sur la relation d'externalisation, que ce soit sur les risques transférés. Et donc, quelque part, pour les entités financières qui font appel souvent à des prestataires externalisés, notamment pour les activités IT, cette externalisation peut également introduire des risques très significatifs et donc ils doivent être soigneusement gérés. Donc, le pilier 4 donne ici un guide euh, voilà, à travers lequel on peut mettre en place les meilleures pratiques, notamment l'identification de tous les risques, euh, l'identification de tous les risques des prestataires et aussi des risques qui sont associés. Donc, on va dans des bonnes pratiques d'une gestion active des risques associés, notamment au regard des politiques de sécurité des fournisseurs et de leur capacité à répondre aux exigences en matière de résilience. Enfin, la mise en place ou la mise en œuvre d'une stratégie de gestion des risques comprenant la surveillance continue, l'évaluation des risques de concentration et la planification de continuité d'activité dans des situations de stress. L'objectif ici, dans ce pilier, est de garantir que la dépendance envers des tiers ne compromet pas la capacité à opérer d'une manière résiliente. Alors, le dernier pilier, le pilier 5, c'est le reporting des menaces. L'objectif, c'est de favoriser un environnement de partage des informations et des alertes au sein de la communauté des entités financières. Et donc ça, c'est important. Cette notion de partage, j'avais essayé de l'aborder en expliquant que ça va faire en sorte de renforcer la capacité de détention, de défense et de rétablissement du secteur. L'objectif est que ces intrusions, ces risques de cyberattaque sont assez similaire d'une entité à une autre. Et via cette directive, il y a une forme de partage des différentes menaces qui peuvent être faites. Et ça va permettre au secteur d'être plus réactif et de mieux réagir face à ces différentes menaces. Donc, ça va comprendre un certain nombre d'éléments à mettre en place, des processus de notification des incidents, une communication évidemment avec les parties prenantes, mais aussi avec votre conseil d'administration et votre régulateur, une transparence et une précision sur les menaces
que vous avez pu subir. Ça, c'est important, la précision, puisqu'ils vont demander un certain nombre de critères, on le verra un peu plus tard, sur tout ce qui est reporting et des rapports réglementaires qui sont à mettre en place pour dire qu'on est prêt en cas de menace et en cas d'attaque de pouvoir réaliser tous ces reportings et cette transparence. Alors, on a fini de présenter un peu la directive. On a quelques questions et je vous remercie. N'hésitez pas à poser des questions. C'est pour nous intéressant. Alors, la première question, c'est est-ce que les courtiers en assurance sont soumis à DORA? La réponse est assez simple. C'est évidemment oui. Vous êtes, enfin, les courtiers sont les intermédiaires d'assurance. Alors, c'est pas écrit courtier, c'est écrit les intermédiaires d'assurance sont sous le spectre, sous le périmètre de DORA. Donc, il faudra essayer d'y répondre de manière tout aussi précise que peuvent le faire les différents organismes d'assurance. La deuxième question, elle est plus pour toi, Benjamin. Oui, je vais prendre le point. Donc, Ouais. les tests de résilience, il y a deux cas de figure. Vous pouvez avoir les compétences en interne, mais comme je le soulignais, il y a aujourd'hui des sociétés qui sont spécialisées dans les tests de résilience. Je vous incite plutôt à faire appel à ces sociétés qui font un beau travail de veille technologique en lien avec les autorités de contrôle. Et c'est toujours intéressant d'avoir une tierce partie qui fait les tests d'intrusion. Si on s'auto-évalue, forcément, on a forcément moins d'impact que si on fait appel à un regard extérieur et qui plus est compétent. Donc voilà, je pousserai plus. On a un réseau, nous, de connaissances pour effectivement déléguer à des spécialistes de ce sujet. Troisième La question. troisième question, qui sont les autorités de contrôle à qui on doit rendre compte, la CPR ou un autre organisme, c'est la CPR qui vérifiera, c'est votre autorité de contrôle qui vérifiera la mise en place des exigences. Donc, on est vraiment sur la mise en conformité comme on peut se voir. Alors, la dernière question, si ça vous va, puisqu'on va l'aborder un peu plus en détail par la suite, on la verra un petit peu après. Et je vois que d'ailleurs, vous avez tous posé plein de questions. Si ça vous va, on va continuer un peu la présentation et répondre un petit peu aux autres questions au fur et à mesure de la présentation. En tout cas, merci beaucoup, parce que là, en quelques minutes, on a eu plus de 10 questions, donc c'est sympa. C'est voir que le sujet passionne. Alors, pour juste revenir sur la présentation, et promis, on essaiera de répondre aux différentes questions à l'étape suivante. L'idée, et ce qu'on a dit, c'est que face à cette directive, il y a des piliers, des grands concepts qui ont été présentés, qui ont été essayés d'être expliqués. Je pense que ça, vous avez compris. Mais elle s'appuie sur un existant, parce que vous ne partez pas de zéro. Il y a des nouveautés et on va essayer de définir des enjeux spécifiques. Alors, le premier point, c'est sur la gouvernance et l'organisation. Vous avez l'habitude d'avoir un certain nombre d'exigences qui sont remontées à vos autorités à votre conseil d'administration. Alors, les EAR, on a appelé ça comme ça, ce qui sont les entreprises d'assurance et de réassurance, doivent avoir une politique de sécurité. Ça, c'est déjà existant. En général, il y a des ressources même humaines et financières qui sont liées à la gestion des risques IT. Vous ne découvrez pas le risque IT. Il peut y avoir même des fonctions RSSI qui sont déjà nommées au sein des différents organismes avec des allocations de budget, des plans de contrôle, des mises en place de comités. Donc ça existe déjà. Ce qui va vraiment évoluer et ce qui va, à mon avis, être assez impactant au sein des organismes, c'est le rôle et le suivi des accords conclus avec les prestataires tiers de services TIC et désignation des membres de la direction générale chargés de superviser l'exposition aux risques connexes et la documentation. Ça veut dire que votre conseil d'administration va avoir un rôle de responsable ultime sur la gestion des risques informatiques et sur la gestion des prestataires tiers en termes de services de transfert d'informations. Donc, on est sur quelque chose où il faudra mettre en place des méthodes pour qu'ils puissent approuver périodiquement les plans d'audit, qu'ils puissent examiner en fait les politiques de résilience opérationnelle, qu'ils soient compétents sur le sujet, donc qu'ils soient formés sur le sujet et qui est
une espèce de canal d'information, de reporting, qui soit remonté à votre conseil d'administration de façon régulière. C'est ce côté régulier qui doit être assez impactant et assez difficile à mettre en place. Ça ne va pas se mettre du jour au lendemain. C'est pour ça on en parle dès maintenant, alors que ce sera mis en place en 2025. Mais c'est que ça va prendre du temps pour sensibiliser votre conseil d'administration et pour qu'il y ait une mise en compétence progressive et pour vous, que vous soyez conforme et puis qu'il y ait un bon remontée d'informations suffisamment pertinent. Ça a été la même chose hein, pour Solvabilité 2. Souvent, on va faire le parallèle, et j'aime bien faire ce parallèle-là, c'est que au départ, on présentait, et on a mis plusieurs années à présenter la photo de la solvabilité des différents organismes d'assurance. Et au fur et à mesure du temps, maintenant, on n'est plus sur la photo de la, de la solvabilité des organismes, on va être plutôt sur l'évolution d'une année sur l'autre. Et essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui explique, en fait, cette évolution d'une année sur l'autre en termes de ratio de solvabilité. Ben, ça va être un peu la même chose euh, sur cette directive-là, où là, on va devoir faire une photo, une espèce de diagnostic de l'existant. Est-ce que l'on est exposé au risque IT? Et puis, au fur et à mesure du temps, il va falloir l'améliorer et se protéger. Et c'est ça qu'il faudra remonter à votre conseil d'administration. Par rapport à la gestion de risque, et pour faire le lien avec ce que disait aussi Lyon Salem, c'est cette sensibilisation de renforcement de capacité et de formation qu'il faut mettre en place, puisqu'on est là dans la conduite de changement et qui va forcément nécessiter voilà, des nouveaux process et donc une formation des administrateurs, mais aussi de l'ensemble des personnels. Sur la gestion des risques de manière globale, je crois voilà, tous les assureurs, voilà, ils avaient déjà pas mal de dispositifs en place, que ce soit le pilier 2, le PCI, voilà, le règlement général de protection de données, ou encore la notice ACPR de 2021 qui traite déjà le sujet de sécurité informatique. Donc, on avait quelque part pas mal de choses, pas mal de matériel qui est déjà très intéressant. Ce qui est nouveau avec Dora, et on peut vraiment le zoomer sur ça, c'est cette, cette exigence de mettre en place un cadre d'appétence sur le risque. Sur les risques de sécurité informatique. Quelque part, ça revient de faire un mini ORSA, donc avec un cadre d'appétence, un cadre de tolérance au risque et des limites de risque avec un process de cascade dans le système de gouvernance de l'entreprise d'assurance. Et donc, le principe existait déjà, mais quelque part, nous avons quelque chose qui est très spécifique à ce type de risque. Dora met également l'accent sur la gestion des incidents et la nécessité d'une stratégie de communication efficace. L'enjeu le plus important dans ce pilier ce serait d'intégrer ces nouveautés dans leurs dispositifs existants. Comme on l'a dit, il y a déjà des fonctions clés, il y a déjà des dispositifs, des cartographies. Et donc, l'enjeu, ça serait comment implémenter ce nouveau dispositif d'une manière progressive, bien sûr, fluide et efficace ce qui implique l'actualisation des politiques, des procédures, l'augmentation, aussi l'augmentation de la transparence vis-à-vis des partenaires externes et vis-à-vis des régulateurs et aussi vis-à-vis des actionnaires. Si on peut passer à la slide suivante. Benjamin, ils sont désactivés. Excusez-moi, j'ai coupé le micro. Donc, on l'a dit et redit, il y a des processus qui préexistent, hein. L'idée ici, on n'est pas dans une révolution, mais on est sur une affirmation et un renforcement du système. Donc, pour la majorité des entreprises, il y a des processus. L'idée, c'est que là, c'est un impératif et Dora va introduire des critères spécifiques qui vont être précisés prochainement.
L'idée, c'est d'avoir un impact sur la continuité opérationnelle des services financiers, gérer la durée des incidents. DORA impose également une transparence, une notification aux clients, au conseil d'administration, aux autorités de contrôle. Donc l'enjeu pour vous va être d'adapter la mise en place de DORA au contexte de l'entreprise. Quel est votre niveau de maturité? Quels sont vos processus opérants, ceux qu'il faut améliorer? En somme, DORA impose une réelle transparence au niveau du détail et de la gestion des incidents majeurs, une transparence envers les clients, du conseil d'administration et des autorités de contrôle. Donc c'était un vrai défi. Je suis certain qu'il y a déjà plein de choses qui préexistent dans vos entités, mais c'est aussi une opportunité pour améliorer vos processus et renforcer votre résilience. Ce qui me permet de faire la transition avec le slide suivant. Donc là, on n'est pas sur la gestion des incidents, mais on est sur les tests par anticipation de résilience. Ce que Dora introduit essentiellement, que vous avez peut-être déjà, c'est la nécessité d'avoir une approche par les risques au niveau des tests de résilience. Donc on n'est pas dans l'utopie, on est d'abord sur une réflexion sur quels sont nos risques et en fonction de nos risques, mettre en place le plan de test de résilience en adéquation face à ces risques. L'idée, c'est de mettre en place des outils et des méthodologies de tests de résilience comme des scans de vulnérabilité, pardon, des tests de pénétration, des analyses d'écart, des tests de bout en bout, etc. Et à la suite de ces tests de pénétration, d'élaborer un rapport et un plan d'action, un diagnostic pour identifier les vulnérabilités critiques qui ont été identifiées et évidemment mettre en place les plans de remédiation afférents. Donc, je l'ai indiqué en réponse à la question, vous pouvez faire ces tests en interne. Il est souhaitable néanmoins de faire appel à des testeurs qui vont vous apporter une expertise parce que c'est leur cœur de métier. Ça va vous apporter aussi un gage on va dire, vis-à-vis de l'autorité de contrôle puisque vous faites appel à une tierce personne, vous n'êtes pas en auto-évaluation. Et un point, puisqu'on est dans le secteur de l'assurance, ces acteurs-là doivent avoir des assurances. Donc, vous avez une garantie supplémentaire apportée par l'appel à ces acteurs externes. Donc là aussi, comme pour la gestion des incidents, ce n'est pas une nouveauté, mais Dora pousse pour d'aller plus loin, avoir une démarche de résilience opérationnelle dans la sécurité informatique et qui va dans le bon sens de l'histoire de sécuriser votre entreprise. Slide suivant. Alors pour le quatrième pilier, donc avant Dora, je crois que pas mal d'entre nous ont déjà travaillé sur la mise en place de procédures pour évaluer et gérer les risques liés à la prestation de services. Alors, ce qui est très important, ce qui est nouveau ici, c'est vraiment les niveaux élevés d'exigence qu'on a avec Dora et le formalisme. Donc, et donc, avant toute contractualisation avec un nouveau prestataire, maintenant, il est impératif de réaliser une analyse préliminaire hein, pour évaluer les risques de concentration des services TIC. Et cela implique également de considérer les cas de sous-traitance euh, en cascade à plusieurs niveaux. Et je crois que c'est ça le grand enjeu pour les grands groupes qui font à des prestataires que eux-mêmes font à d'autres appel à d'autres prestataires. Et donc, on peut facilement se retrouver voilà, un contrôle de la sous-traitance, c'est-à-dire un contrôle des risques transférés à plusieurs niveaux. Par ailleurs, nous avons aussi ici des sujets liés au conflit d'intérêts. Euh, il faudrait aussi s'assurer que le contrat ne sont pas conclus avec des respectateurs, avec des prestataires, pardon, qui ne respectent pas les normes en matière de sécurité informatique. Comme je l'ai dit, donc la nouveauté réside d'une manière très simple dans la précision et l'étendue des exigences d'ORA, demandant une stratégie de gestion des risques liés aux prestataires qui doit inclure une évaluation annuelle et une politique de sous-traitance et qui est revue et révisée.
L'enjeu ici est double. Donc, premièrement, intégrer ces exigences dans le dispositif de gestion des risques opérationnels. Et deuxièmement, assurer une supervision adéquate des relations avec l'ensemble des prestataires. Je rajoute juste, parce que c'est une des questions sur cette politique de sous-traitance et le lien avec enfin, politique de sous-traitance qui existe sous Solvabilité 2 et le lien avec les politiques et la gestion des managements de tiers qui peuvent être imposés dans le cadre des piliers de DORA. Euh, Nous, on y voit un vrai lien. On pense que, il y a Ouais. une vraie interaction entre les deux réglementations. De la même manière, le contexte de cadre, de contrat enfin, à toute forme de prestation de services sont définis dans le cadre de ce LV2, et bien de la même manière, il va y avoir ces exigences et ces contraintes qui sont définies dans les textes, qui sont d'ailleurs assez bien expliqués et qui sont assez simples à lire sur tout ce qui est sous-traitance et gestion des tiers. Donc finalement, alors on est un peu plus précis et un peu plus exigeant sur ces différents thèmes. Alors il y a deux visions de voir les choses. Soit on s'appuie sur cette politique de sous-traitance et on implémente en fait les exigences d'ORA en expliquant que on va aller plus loin sur tout ce qui est critères informatiques, ou alors on crée une politique de gestion de management des tiers répondant aux exigences de DORA et qui du coup sera un petit peu en réponse, en complément de la politique de sous-traitance sous S2. Nous, on est plutôt sur une vision d'implémentation, d'ajout, d'intégration ces éléments-là dans la politique existante sous S2. Parce que, il y avait des questions en disant est-ce qu'il faut une politique spécifique d'Aura? Nous, on pense que toutes ces exigences-là, elles doivent s'intégrer en fait dans le dispositif qui est existant à Dora. Et c'est pour ça qu'on essaye de présenter les choses en disant il y a un existant, il y a des nouveautés. L'enjeu, c'est d'intégrer l'existant, non, d'intégrer les nouveautés à l'existant. Exactement. Et c'est bien de capitaliser sur l'existant. Euh, Forcément, vous avez déjà travaillé sur les politiques écrites de gestion des risques qui intègrent la sous-traitance. Alors, bien évidemment, quel est le détail que vous avez mis dans cette politique et quel est le dispositif que vous avez mis en place? Ça dépend de votre taille, ça dépend de la complexité de vos activités. Et c'est là où, effectivement, c'est clair, ça dépend de la trajectoire et de la conformité qu'il faut avoir en lien avec le principe de proportionnalité. Alors, notre discours, il est clair, c'est qu'il faut partir de l'existant, capitaliser sur l'existant, et à partir de là, on rajoute des briques. Pour nous, c'est pas un choix, c'est une nécessité parce que ça permet d'aller progressivement et ça permet voilà, de concrétiser, de faire un passage en douceur. Après, bien évidemment, lorsqu'on a, et donc là, ça fait le lien avec la partie suivante, c'est dans le gap analysis, c'est de savoir d'où on vient. Ça, c'est très important de bien comprendre ce qui est attendu par les exigences et de savoir où on se situe. Globalement, avec une vision marché, quelle que soit votre taille, si vous êtes parti d'un groupe, euh, voilà, d'un groupe bancaire, voilà, un conglomérat financier ou les petites mutuelles de province, on sait qu'aujourd'hui, tous les, euh, les acteurs ont quelque part voilà, un dispositif en place. Et vous n'avez pas attendu Dora, bien évidemment, pour faire du business. Vous exercez vos activités. Et donc, bien évidemment, on essaie d'être pragmatique, hein. C'est clair, l'intégration ces éléments doit prendre en compte l'existant. Euh, alors, le gap analysis ici vient voilà, comme première étape, hein, et c'est l'approche qui est aussi adoptée par Actuelia, euh, parce que ça permet de comprendre l'existant et de tracer une feuille de route sur la cible. Et donc, nous adoptons une approche qui est structurée par piliers, posant des questions clés couvrant tous les aspects réglementaires de DORA. Et cette méthode nous aide à identifier les principaux acteurs impliqués, les documents existants, euh, ainsi que de définir des plans d'action pour combler les écarts qui peuvent être identifiés.
voilà, pour nous, cette étape est cruciale puisque c'est une étape préalable dans le processus de mise en conformité. Il consiste à comparer l'état actuel avec les pratiques et systèmes, avec les exigences détaillées sous forme de questions. Donc là, vous avez quelques exemples de questions qui permettent de structurer cette réflexion. Euh, et donc, dans chaque pilier, nous pouvons voilà, poser genre, une question, quel est le rôle de votre conseil d'administration dans les risques IT existants. Et donc, à partir de cette question, on peut se rendre compte que voilà, votre conseil ne traite pas ce sujet, ou peut-être elle le traite déjà, mais d'une manière sommaire. Donc, d'où on peut avoir une idée sur les impacts que cela va avoir sur le système de gouvernance, sur la communication, sur les process et aussi sur les ressources. Euh, Voilà, donc à travers voilà, à travers ces questions qui guident un petit peu la réflexion et qui permet de savoir si on est conforme, non conforme ou partiellement conforme, euh, donc ça permet de tracer un patchwork ou une analyse globale ou un récapitulatif des résultats de diagnostic nous permettant de visualiser rapidement la conformité par pilier. Euh, donc, à partir de là, nous pouvons classer l'existant en termes de non-conformité, conformité partielle ou conformité totale. Et d'identifier clairement les impacts en matière IT, humain, documentaire ou formation. Voilà. Et Alors, cette mise en conformité avec, après ce gap analysis, il doit se mettre en place. Alors, on a vu un certain nombre de choses que pour arriver à cette résilience numérique, qui est l'objectif d'Odora, il fallait mettre en place une gestion de la sous-traitance, une réaction face aux attaques, une mise en place de protection, une résilience, enfin, une assurance de résilience numérique avec des scénarios de résilience, des tests, etc. L'identification du risque cyber. Tous ces éléments-là, en fait, quand on lit bien la directive, nous, on a essayé de se dire que il fallait le décomposer en livrables. Alors, on a essayé de mettre en avant 7 livrables qui seront définis par la suite du document, qui vont justement répondre en partie ou aux éléments qui sont demandés sous DORA. Ces livrables, ce sont parfois des processus, hein, ce n'est pas uniquement un document, mais ça va une description du processus qui est mis en place. Ça doit être des documents qui doivent vivre, qui doivent faire des actions concrètes au quotidien, évidemment, un peu comme pouvaient le faire les politiques écrites dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut avoir ces éléments-là de réponse pour pouvoir être conforme à la directive DORA. Donc, on a voulu présenter les livrables clés de la directive Alors, par rapport à oui, ces différents éléments. pour faire court sur ce slide et efficace, encore, c'est quelque chose d'assez standard sur le marché. L'idée ici, c'est de réfléchir par anticipation aux risques de l'entreprise et de formaliser concrètement les processus qui permettent de gérer ces crises. Donc, cela passe par l'identification déjà de la quantité maximale de données que l'entreprise peut se permettre de perdre. Ça diverge entre une petite structure comme la mienne ou des grands groupes. Moi, je suis plus de l'heure de la semaine, alors que les grands groupes vont être à l'heure. Et l'identification de la durée maximale pendant laquelle le service, l'application, le processus peut être hors service. Donc, les réponses sont éclectiques et hétérogènes. Il faut voir en fonction de chaque entreprise, mais l'idée, c'est d'y réfléchir avant, de le formaliser, de le simuler. Donc, la majorité des entreprises ont déjà des plans d'action afférents. Il n'y a rien de nouveau. Il s'agit de s'assurer de leur bonne formalisation, leur adéquation avec la situation actuelle et surtout la mise en place d'une revue périodique pour s'assurer de leur pertinence. Slide suivant, s'il te plaît. Pardon. Là, je vous ai mis quelques exemples. Vous aurez à disposition, donc je ne vais pas m'attacher, passe au suivant encore. Anas.
Oui, alors là, on revient sur la cartographie des risques. Donc un élément clé, voilà, c'est cette cartographie qui permet de comprendre un petit peu les vulnérabilités, les menaces, les risques associés au système d'information. Euh, Ce qui est très important ici, pour ne pas faire de la redite, c'est qu'il faut que ce soit vivant. Il faut que ce processus de cartographie des risques soit mis à jour régulièrement pour refléter le paysage changeant des risques IT. Alors, cette cartographie, elle est clé. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier et de commenter clairement les vulnérabilités et les menaces. Ça permet aussi comme guide pour élaborer des scénarios de risque basés sur ces identifications. Enfin, ça crée une fondation pour une stratégie de traitement des risques aboutissant à un plan clair de mesures de protection et de traitement des risques ainsi euh, que les contrôles. Euh, alors là, vous avez un exemple donc, qui illustre donc cette cartographie des risques. Voilà, je crois le process ou l'établissement d'une cartographie, c'est quelque chose qui existe déjà. Et donc, c'est juste dans ce prisme de Dora, il faut voilà, s'atteler davantage à identifier, à évaluer ces risques spécifiques au risque IT. Donc, si on peut passer. Voilà. Donc, il y a une particularité, enfin un zoom sur la partie IT qui est le plan de continuité informatique, donc qui est le pendant du plan de continuité d'activité plus global. Là, l'idée, pareil, vous avez certainement déjà des plans de continuité qui ont été rédigés. Si ce n'est pas le cas, l'idée, c'est de le faire ou de mettre à jour l'existant. Donc, il s'agit de réfléchir par anticipation sur quel est le contexte de l'entreprise, quels sont nos côté IT, pardon, quels sont le contexte et identifier les objectifs et les activités essentielles de quoi on a besoin. On a forcément moins d'enjeux sur, on va dire, un back-office versus un front-office qui présente des services à nos clients finaux. Quelles sont nos attentes en termes de sécurité, analyser les risques de mise à défaut en fait, de ces attentes et définir du coup un plan de continuité, un plan de reprise. Ça peut passer par des redondances de sites. Par exemple, on duplique l'application dans un autre site distant pour s'assurer en fait que si le premier site est mis à mal, on peut basculer sur un plan B avec une perte de données. On revient au RTO et RPO de tout à l'heure. Donc voilà, c'est du standard informatique. Il y a une méthodologie qui est connue depuis plusieurs décennies. Je vous ai mis le processus ici et dans le slide d'après, je vous ai mis une illustration sur un cas médical, si on peut passer au slide d'après. Hop. Voilà, avec un cas concret sur le côté médical où l'activité identifiée, par exemple, c'était l'admission d'un patient sous contrainte psychiatrique. Ça, c'est l'activité qui doit être couverte. Ce qu'on dit, c'est que la durée maximale d'interruption, c'est 4 heures de délai. On peut fonctionner en mode informatique dégradé pendant 24 heures, c'est-à-dire gérer ça en humain, version papier, que sais-je. Ça, c'est un cas très concret. Donc, l'idée, c'est de cartographier toutes ces activités et les plans de remédiation en mode dégradé jusqu'à une remise en fonction complète de l'informatique. Le temps passe, donc je propose de passer au slide suivant. Donc, comme on a déjà parlé de pilier 4, donc en termes de livrables à produire, euh, donc c'est ce registre de prestataires et services TC critiques. C'est un document qui est clé puisque ce registre n'est pas simplement une liste, hein. Il représente quelque part une évaluation complète de chaque fournisseur, y compris les services qu'ils rendent, les mesures de sécurité qu'ils appliquent, et on peut intégrer aussi une évaluation de leur réputation et de leur fiabilité. Pour chaque prestataire critique, ce registre doit également intégrer une analyse de l'importance de leur service pour nos opérations.
l'évaluation des risques, bien évidemment, liés à la concentration de ces services IT externalisés. Enfin, la stratégie les stratégies de gestion de la continuité d'activité en cas de défaillance de ces prestataires. Là, vous êtes parti un petit peu vite. Ah, là, Vas-y, vas-y. faut revenir juste à la slide d'avant où on parle un petit peu de politique. Pardon? Ah, la résilience, bon, c'est bon, je pose la main. On accélère. Je te laisse Ouais. la main, Benjamin. Donc là, on est sur ces chapitres-là que l'on vous présente, ce sont des chapitres concrets sur les livrables clés. Donc à personnaliser en fonction de chaque entreprise. Mais là, l'idée, sur la résilience, c'est d'avoir un processus, hein, c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est très simple à réaliser, et en tout cas, il doit être très simple. Un processus qui explique comment on effectue les tests de résilience, une clarification, on l'a déjà dit, sur les rôles et responsabilités, que tout à chacun sache quel est son rôle. Et j'aime bien faire l'analogie avec les évacuations, les tests d'évacuation d'incendie. Aujourd'hui, on le vit tous, normalement, on fait annuellement des tests d'évacuation. Dans les étages, il y a les noms les différents rôles et responsabilités, ceux qui sont responsables de faire CERFIL et j'ai oublié les autres termes. On est sur le même pendant. On est sur la version test de résilience IT. Là, c'est pareil. Quels sont les rôles et responsabilités et que tout le monde sache qui fait quoi à quel moment. Et le point fort en fait de Dora, c'est la nécessité de communiquer sur ces processus et de faire des reportings. Donc là, ce sont des exemples concrets. Le slide d'après, on peut, on peut passer. Vas-y, vas-y. Anas, je te laisse sur les... Oui. Alors effectivement, donc là, c'est un exemple de registre de prestataire. Je crois que je l'ai déjà cité. Ce qu'il faut revenir, c'est surtout sur la slide suivante, hein, qui n'était pas citée. Donc c'est relatif aux politiques de gestion des prestations critiques. Euh, une politique qui définit clairement les critères de sélection des prestataires, mettant l'accent sur leur capacité de sécurité IT et leur conformité aux normes d'ORA. Les modalités de suivi et d'évaluation de la performance, euh, ainsi, euh, ainsi que les audits qu'il peut y avoir derrière. Donc tout ça dans l'objectif, quelque part, de garantir que l'entité financière reste maîtresse de ses risques opérationnels, de sa sécurité informatique et informationnelle, et d'assurer qu'il y aura toujours la continuité d'activité tout le long de cycle de vie des arrangements contractuels avec les prestataires TIC. On peut passer. Sur les outils de reporting, je vais insister là-dessus. Alors, il n'y a pas de réponse systématique. Vous allez voir les éditeurs, ils vont vous dire, j'ai un super outil, prenez-le, ça va marcher. Non, il faut vraiment analyser le besoin de l'entreprise en fonction de la taille, les enjeux, etc. Mais ce que je voulais citer ici, c'est que vous pouvez, à minima, construire un dispositif sur la base d'outils bureautiques comme Excel, où il existe des outils ou des services qui vous proposent déjà des frameworks en fait, qui vont vous permettre de bien gérer les incidents, les prioriser, les loguer et obtenir au niveau de l'autorité de contrôle, en fait, avoir un gage de qualité de gestion, de réponse en fait, à la DORA sur la gestion des incidents. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur la base d'Alation Jira ou de ServiceNow ou de Zen GRC. Donc, il y a plein, je ne les ai pas tous cités, il y a plein d'outils sur le marché qui vous permettront de paramétrer les workflows, les écrans de déclaration, de sortir en automatique des reportings qui vont vous faciliter encore une fois la gestion au quotidien de ces activités-là et apporter en plus un gage de qualité vis-à-vis de l'autorité de contrôle, puisque la target, c'est bien ça, hein, c'est obtenir le sésame auprès des autorités de contrôle.
Pour savoir si on fait appel à ces outils-là, le tout est une question de proportionnalité. Ça dépend du nombre d'incidents. Si vous avez 3 incidents dans l'année, c'est peut-être pas la peine. Et des moyens, et En des moyens. revanche, s'il y en a plus, la gestion de ces incidents via ces outils de reporting, de suivi, d'alerte, de remontée, etc., sont assez efficaces. Et honnêtement, ça donne beaucoup de sécurité et beaucoup d'efficacité dans la réponse des différents incidents. Donc nous, on est plutôt pour s'appuyer d'outils. C'est pour ça qu'on nous a présenté un certain nombre d'outils comme l'a pu le faire Benjamin. Après, pour effectivement voir le passage ou pas à ces outils, il y a un critère très simple, c'est l'enjeu, c'est le nombre d'incidents que vous avez et c'est voilà, l'impact monétaire de ces incidents, de sorte à voir s'il y a un besoin ou pas de standardiser, voire d'automatiser ces process. Alors que nous approchons à la fin de cette présentation sur Dora, il est important de souligner les enjeux de mise en conformité. Cette démarche ne se limite pas simplement à une obligation réglementaire, elle représente quelque part une opportunité significative pour renforcer la résilience numérique et sécuriser davantage les activités face aux menaces constantes voilà, de numérique. Sachant que la plupart des acteurs sur les 10 dernières années ont mis le digital au cœur de leur stratégie de développement. C'est clair, Dora vient dans un contexte où nous avons, voilà, comme on l'a déjà dit, une explosion de pratiques de digital. Et donc, ça permet une remise en question des pratiques, de l'existant, de l'interconnexion des applicatifs existants. Et à partir de là, ça permet de comprendre en profondeur euh, des systèmes actuels. Ça permet aussi d'améliorer les stratégies de sécurité IT avec une protection optimale contre les cyberattaques. Ça permet aussi d'accroître l'agilité et la réactivité avec l'amélioration de la capacité à réagir rapidement face aux incidents. Ça permet aussi quelque part de renforcer la résilience et la confiance que peut avoir le régulateur, nos parties prenantes, les clients, dans le service que nous apportons. Et quelque part, avec l'effort de déploiement de conformité, ça permet aussi euh, d'améliorer notre capacité à anticiper les risques émergents puisque le dispositif ERM d'identification, de gestion et d'analyse des risques voilà, prend tout sa place et dispose de ressources nécessaires pour prévenir ces risques. En résumé, ce qu'on peut dire, la mise en conformité avec DORA n'est pas seulement une exigence réglementaire, c'est aussi une démarche stratégique qui soutient les objectifs long terme de la compagnie, à savoir la stabilité, la sécurité et la résilience. Alors, si je vous donne un peu le mot de la fin, et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, et désolé d'avoir un peu débordé sur le niveau du timing, l'idée c'est de vous dire que finalement, les enjeux, on a essayé de les démontrer, je pense que ça, vous les retrouverez aussi facilement en relisant la directive. On a essayé de rendre un peu pragmatique la démarche, pouvoir être conforme. Ce qu'il faut retenir dans cette démarche pragmatique, c'est qu'il faut impliquer le conseil d'administration. Ça, c'est redit et vraiment important. Ce que l'on a dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une gestion des incidents, une gestion des risques, c'est-à-dire que l'on soit en capacité de savoir les menaces potentielles et comment seront gérées ces menaces potentielles. Ça, c'est extrêmement important. Ça ne se fait pas au moment d'incident. On est vite perdu. On a d'autres choses à gérer au moment des incidents. Il faut savoir, il faut être en place pour pouvoir connaître un petit peu la gestion de ces différents incidents. Il faut connaître ses faiblesses, ses menaces. Et ça, c'est tous les tests dont a parlé Benjamin. Il a bien expliqué en disant ces tests sont à mettre en œuvre et sont à réaliser et à formaliser. Ça, c'est quelque chose d'assez important à mettre en place. Et ensuite, il faut essayer de connaître un peu
donc ces risques de façon plus générale et donc d'essayer de l'encadrer par un suivi régulier. Et donc, on est sur le suivi des prestataires, suivi des différents logiciels que l'on a, des différents outils que l'on peut avoir et pour lesquels on peut avoir des problématiques informatiques au moment de la transmission d'informations. Et donc, du coup, c'est un projet qui paraît complexe, mais qui finalement n'est pas tant que ça, qui s'appuie sur beaucoup d'existants, qui sera à faire, qui sera vivant, un peu comme les solvabilités 2, mais qui sera vivant puisque on va en connaître un peu plus au fur et à mesure des prochaines années le concret et le retour d'expérience. Euh, mais surtout, c'est un projet qui doit être proportionné. N'oubliez pas ce point-là. C'est pas si compliqué que ça. Il vaut mieux faire quelque chose qui fonctionne, qui est proportionné, et qui marche, que rien en se disant c'est trop lourd, on ne pourra pas le faire. Il faut commencer par faire quelque chose. Il faut avancer sur ce sujet-là. Il faut mettre le pied à l'étrier. Vous verrez que quand vous mettrez le pied à l'étrier, eh bien, vous commencerez à vous poser des questions en disant, ah, ce test-là, ah, mais on pourrait faire ce test-là, ah, mais ce prestataire, en fait, il nous envoie des informations de façon un peu non conforme par rapport à nos pratiques. Et donc, vous viendrez améliorer vos différents process. Je pense que c'est important de commencer. Moi, je dis, la proportionnalité, c'est pas je ne vais pas faire pour pouvoir m'échapper un peu de cette directive sur le BT2, c'est de commencer à faire de façon faisable et réalisable. Il vaut mieux un petit vélo qui fonctionne qu'une Ferrari qui ne démarre pas. Euh, je finirai par cette analogie absolument très Il y mauvaise. a quelques On a questions. trop misé, mais très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et on va essayer de répondre aux questions. Il y a plein Oui, de questions, donc ne partez pas, il y a plein de questions. oui, Et alors, oui, il y a plein de beaucoup de questions. personnes nous Ouais. disent, on aimerait Ouais. avoir les supports, les enregistrements. Et donc ça, évidemment, on va tout vous envoyer. On va vraiment essayer de communiquer comme on le fait à chaque fois sur tous les différents thèmes. Mais on vous a mis aussi nos mails. Et donc, on vous laisse le temps de les noter, et de nous envoyer des mails en direct pour qu'on puisse échanger avec vous sur les différentes questions et sur les différents thèmes que vous pouvez avoir. Vas-y, Anas, si tu veux répondre aux questions. Oui, ouais, effectivement. Donc, première question, faut-il adopter un cadre de référence de type ISO 27002 ou autre cadre? Alors, oui, bien sûr, mais ça reste à votre appréciation. Donc, il n'y a pas que ce référentiel, il y en a d'autres, Misari, voilà, il y a un paquet de référentiels sur les risques de sécurité. Alors, ça, effectivement, c'est préconisé dès le moment que voilà, on veut faciliter la mise en place. Maintenant, Dora, il est un cadre à part, hein, et quelque part, il s'inspire de ces éléments de ces référentiels, ces bonnes pratiques. Donc, je passe à la deuxième question. Les TC concernent toutes les connexions que nous avons au quotidien. Comment connaître nos fournisseurs qui ne sont pas soumis directement à cette réglementation? La réponse, oui, la première question, donc oui, ça concerne toutes les connexions avec un zoom particulier sur les activités critiques. Et ça, on l'a déjà vu, la classification de ces activités. Et donc, où effectivement, on va dire, le formalisme et les exigences sont plus poussées. Dès le moment que ça touche en fait le corps d'une activité. Lorsqu'on parle d'activité critique, hein, dans le monde de l'assurance, c'est clair, on parle de la souscription, on parle de gestion sinistre, on parle des activités IT, on parle des fonctions clés. Donc, tout ce qui est primordial dans notre modèle économique. Hein. Est-ce que ça peut contraindre les fournisseurs donc à sortir? Ben oui, tout simplement. Et plus que ça, donc dans Dora, on va prévoir comment sortir et comment rétablir, comment voilà, se connecter avec un autre fournisseur. Donc c'est clair, ce n'est pas conforme, il faut sortir. Que signifient ces impacts IT humains, etc. Donc IT, bien évidemment, si vous avez des outils de protection qui ne sont pas adaptés, donc forcément, il faudra acquérir d'autres. Tout à l'heure, on a parlé de Jira. Effectivement, à certains moments, peut-être que pour le suivi des incidents, il faudra des outils. Ça, c'est un impact IT. Humain, donc, c'est les ressources. Hein. Donc, c'est les experts. Hein. Si vous n'avez pas d'experts hein, en sécurité ou des personnes qui sont formées, peut-être
qu'il le faudra. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend où vous êtes et ça dépend ce que vous voulez faire. C'est aussi important. Pourquoi on dit ça? C'est parce que ça dépend où on veut mettre le curseur. Et ça reste à l'appréciation. La conformité est une chose. Maintenant, la stratégie est une autre. Et donc, ça dépend des choix internes de votre gouvernance. Alors, je compléterai le volet humain. Voilà. Il y a un impact humain. Encore une fois, on a cité la nécessité de clarifier les rôles et responsabilités. Et du coup, derrière ces rôles et responsabilités, il faut confier ces rôles-là à des personnes dans l'entreprise. Je reprends toujours mon analogie avec les évacuations d'immeubles. Vous pouvez être informaticien, comptable ou commercial et être en charge de l'évacuation de l'immeuble en exercice incendie. Voilà, le rôle a été défini, il a été attribué à un certain nombre de personnes, il est revu périodiquement parce que les gens peuvent démissionner, ou voilà, peuvent changer. Donc il y a un impact humain aussi de ce côté-là, Organisation, ouais. organisationnel. Il n'y a pas que des expertises, il y a aussi ce rôle. Excuse-moi. Parfait. Moi, je rajouterais une chose qui vraiment, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le webinaire, mais pour moi, c'est important, parce qu'il y a une question qui a été posée en disant, est-ce que les textes sont en français? Alors, j'ai la réponse. Oui, ils sont en français. Oui, tout est disponible. Et honnêtement, c'est une quarantaine d'articles assez bien structurés. Alors, la mise en pratique, parfois, peut être un peu floue. Et de savoir le curseur que l'on va mettre pour chacun de ces organismes, ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on a envie de tout faire. Ouais, alors, C'est assez précis. alors Mais les textes sont peut-être que, relativement oui, accessibles. oui, alors peut-être que peut-être les RTS et les ITS ne sont pas en français, hein. Donc, les textes délégués et tout ça sont français, mais les mesures en détail, Les deux détails ne sont pas ils encore en sont pas en français, mais français. ça viendra. Ouais. Mais ça viendra, ça viendra. Ils seront traduits, puisque ce sont des textes officiels, donc ils seront traduits. Donc prenez le temps de les lire, et franchement, enfin, les textes sont assez simples. Donc voilà, ça vaut le coup C'est assez, de les relire. c'est assez pédagogique. Ça se lit facilement, hein, on peut dire ça. Donc, et ça donne le détail de quelques principes qu'on connaît très bien, qu'on applique déjà, notamment avec Solvabilité 2. Ça fera un deuxième livre de chevet après Solvabilité 2. C'est absolument génial. En tout cas, Exactement. merci beaucoup de votre participation. On était ravis de vous voir aussi nombreux. Désolé d'avoir débordé sur le timing, mais je vois qu'il y a encore énormément de personnes qui sont présentes. Donc, merci beaucoup pour votre intérêt. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter très vite et de pouvoir échanger sur ces thèmes-là, peut-être nous faire des retours d'expérience sur vos problématiques. Merci beaucoup et à Merci à, bientôt. Merci, merci à toutes et à tous. Au revoir. merci, au revoir.